Et bonjour à tous. Le webinaire sur la mobilité douce en milieu urbain démarre. On va voir quelles sont les solutions qui peuvent nous permettre de transformer l'organisation des personnes qui sont ici invitées ou qui verront le replay sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Alpe Supply Chain a la chance de recevoir 3 personnes. C'est une des premières fois où on a un webinaire avec autant d'animateurs, d'intervenants, je dirais même des experts. Donc Sandrine nous a déniché 2 pépites et je suis content qu'elle ait fait ce job. Donc, on rappelle que Sandrine a animé un des premiers webinaires de Alpe Supply Chain l'année dernière et donc elle est toujours fidèle. Merci Sandrine. Et c'est elle donc qui on récompense la fidélité chez Alpe Supply Chain. C'est important. Donc, je ne vais pas présenter l'association. Ceux qui veulent découvrir l'association, ils vont sur le site internet, ils regardent tout ce qu'ils ont à regarder. Et surtout, on leur enverra le lien vers la chaîne YouTube où il y a déjà une bonne quinzaine de vidéos, dont certaines sur la logistique urbaine déjà. Et donc, c'est Sandrine qui va nous présenter les invités et qui va être la maître de cérémonie. Et moi, je vais plutôt travailler à récolter les commentaires de nos participants et vous poser des questions, vous interrompre de temps en temps si c'est nécessaire. Mais normalement, je suis plutôt discret. À toi, Sandrine. Écoutez, bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste de me laisser l'occasion de reprendre le micro auprès d'Alpe Supply Chain et de ses adhérents, ou en tout cas ceux qui sont intéressés par ce sujet de transformation durable de la supply chain et de la logistique. Donc moi, je suis Sandrine Casabonne-Cuyeux, je suis fondatrice de Mobi Academy, qui est un organisme de formation qui est dédié au métier du dernier kilomètre et à la transformation vers une mobilité durable et notamment logistique. Donc, j'ai convié Caroline Faucon aujourd'hui, je te laisserai te représenter après, quand tu prendras le micro peut-être. J'ai convié Caroline qui est la présidente des boîtes à vélo France et qui a créé Baguette à bicyclette, donc qui fait de la livraison de petits déjeuners sur la région, la métropole lyonnaise. Et puis Jawad Enajar qui a créé Cartoway, donc qui est une solution d'optimisation de tournée et que je connais depuis longtemps puisque nous avons travaillé ensemble par le passé sur des sujets notamment d'optimisation de tournée. Donc, on a voulu aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet de la mobilité douce en milieu urbain, faire un petit panel, en tout cas, de tout ce qui concerne ce sujet qui est plus que jamais d'actualité. Moi, je vais faire un petit pas de côté en m'éloignant un petit peu du sujet purement logistique urbaine pour aborder la mobilité dans le milieu urbain, mais qui va concerner à la fois les entreprises, pas que de logistique, et tout un chacun, en tout cas tous les citoyens qui sont amenés à transiter dans un milieu urbain parce qu'ils y vivent ou parce qu'ils sont amenés à y travailler. Et ensuite, Caroline parlera de cyclo-logistique puisqu'elle en est la spécialiste et Jawad parlera d'organisation durable de ces tournées en milieu urbain justement. Donc, je me lance sur le partage de l'écran, voilà, la manipulation la plus périlleuse du moment. Allez, c'est parti. Vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez bien s'afficher le diaporama? Non, on a le visuel sur la visio. Ah, voilà. Alors, attends, je reprends la main. Alors, attends, je sais ce qu'il faut que je fasse. Alors, comment ça se fait que vous avez le lien sur la visio? Alors, attends. Est-ce que là, vous le voyez? Non. Non, pas encore. Apparemment, toujours pas. Alors, attends. Hop. Je vais changer, je vais le faire passer sur l'écran. Donc, c'est là que tu reprends la main pour meubler. Comment ça s'appelle? Jean-Baptiste, le temps que je retrouve la bonne fenêtre, du coup. Ah, tu n'as pas le micro, Jean-Baptiste. Effectivement, je partage les liens donc, vers les sites de nos intervenants. Comme ça, vous pourrez vous y rendre. Donc,
et regarder un peu ce que font nos intervenants en attendant que Sandrine trouve le bouton. Mais elle arrive, hein, bougez pas. Hein. Alors, hop, tac, on n'est pas loin, ça chauffe. Voilà, Là, ça chauffe, le diesel est parti, mais... C'est que 11 heures, hein. Donc allez, c'est parti. En principe, on va y arriver. Vous allez me dire, là, hop. Oui, on voit là, ici, on voit quelque chose. Ça Ah, marche. voilà, ça Voilà, marche là, ou pas? Caroline, mais tu es fantastique. Sandrine, tu es fantastique. Sandrine. Tu es Bon, fantastique. alors c'est parti. On y va sur la présentation. Vous voyez toujours? Oui. Oui, c'est bon pour vous? Voilà, donc la mobilité douce, en fait, de quoi il s'agit? C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, la mobilité douce, la mobilité durable, la mobilité ou l'écomobilité même. Et finalement, est-ce qu'il y a une différence entre ces termes, entre la mobilité douce et la mobilité durable? La mobilité douce, en tout cas, c'est une notion qui englobe les pratiques et les modes de déplacement dont les émissions de gaz à effet de serre sont limitées, voire nulles. À l'heure de la transition écologique, aujourd'hui, la mobilité douce, elle est devenue incontournable puisque les transports, ils représentent 24% des émissions de CO2 qui sont dues à l'énergie. Et contrairement à la mobilité douce, donc, qui va s'intéresser principalement au mode de déplacement et à leur aspect pratique, la mobilité durable, elle, s'inscrit davantage dans une politique de transport plus générale. Et elle intègre notamment des questions relatives à l'organisation des systèmes de transport et à l'aménagement aussi du territoire permettant justement de développer la mobilité douce. Par exemple, avec étendre un réseau de pistes cyclables sur son agglomération, ça fait partie des mesures au service d'une mobilité douce, mais au service surtout de la mobilité durable. En fait, pourquoi on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui douce en milieu urbain? Parce qu'en fait, l'impact de ces transits de véhicules en milieu urbain, ça impacte énormément la qualité de vie et la santé des citoyens qui sont en milieu urbain. Alors, ceux qui y vivent, évidemment, mais ceux qui y travaillent aussi. En 2050, un tiers de la population vivra en ville, donc ça n'est pas à négliger. Et puis aussi, cette façon d'aborder un nouveau moyen de transport en milieu urbain, ça permet aussi un gain de temps. Puisqu'on va envisager de passer peut-être davantage de temps sur les transports en commun, et puis aussi ces sources d'énergie. Donc, pour illustrer en fait la mobilité douce, ça va englober tout ce qu'on peut voir là sur la slide, c'est-à-dire que ce soit la marche, le vélo, la mobilité partagée pour des déplacements un petit peu plus longs. Aujourd'hui, il y a plein d'applis qui permettent de savoir qui autour de chez vous part travailler à peu près vers le même endroit que vous, et ça permet de peut-être arriver à caler une place et ne pas partir tout seul dans son véhicule. Tout ce qui va être aussi les engins de glisse, hein, donc pour les plus téméraires, les trottinettes, les skates, les gyropodes. Et puis, bien sûr, basculer vers une voiture électrique qui émet 2 fois moins de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, même si elle a un impact environnemental, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, au niveau des émissions, c'est évidemment bien plus faible qu'une voiture thermique. Sandrine, Sandrine, excuse-moi. Oui. Je crois que les slides, elles ne défilent pas, il me semble. Ah oui, on est sur le même slide pour l'instant. Je pensais que tu faisais l'intro. Alors, attends. Hop. Je reviens. Ah, je croyais que j'étais toujours sur l'intro. Alors, là, vous êtes... là, c'est bon. Là, ça tourne, là, c'est bon. Voilà, très bien. Et donc, la mobilité... Ah oui, alors, vous avez raté 2-3 slides, mais ce n'est pas important. Vous m'avez écouté, c'est le principal. Oui. Et donc, voilà. Donc, ce que je vous disais, voilà, tout ce qu'on peut voir à l'écran, c'est effectivement... tout ce qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités douces. Aujourd'hui, il y a vraiment un accompagnement, en tout cas, qui est fait pour accompagner tout un chacun à se déplacer différemment. Alors, attends, du coup, je me suis trompée encore de slide. Alors, mince, on va y arriver. Hein. Qu'est-ce que je vous partage? Non, mais là, on va y arriver. Tac. C'est bon, là, vous êtes sur la bonne slide? Oui, forfait mobilité durable. Bon, parfait.
Donc oui, il y a des accompagnements, en tout cas pour tout un chacun, pour essayer de changer son mode de déplacement. Donc il y a la mise en place du forfait mobilité durable, mais ça je vais en reparler un petit peu plus tard. Il y a des bonus vélos aussi, que ce soit auprès de son agglomération qui va mettre en place des solutions de vélo à disposition ou en location. Il y a le bonus écologique et puis il y a aussi la prime à la conversion. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, citoyen. Et ensuite, on va avoir la partie mobilité durable. Quels sont les engagements qui ont été pris par l'État? Donc, en termes d'engagement, il y a une historique du changement de mobilité d'un point de vue législatif, puisque pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique, l'État s'est engagé dans une stratégie bas carbone qui vise à atteindre une neutralité carbone à l'horizon de 2050. Donc, pour y parvenir, il y a un changement profond de la politique des mobilités qui s'avérait nécessaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi d'orientation des mobilités en 2019 qui permet, en fait, qui a vraiment lancé la transformation de la mobilité dans le milieu professionnel et privé, bien sûr. Et l'idée, en tout cas, c'est de faciliter les transports au quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres. Et aussi le développement de la mobilité sur les trajets domicile-travail, puisque c'est finalement là aussi qu'il y a un énorme impact environnemental. Donc aujourd'hui, chaque entreprise peut s'engager dans une transition et elle aura aussi des obligations à respecter. Donc, il faut vraiment intégrer une réflexion sur les mobilités propres en fait dans sa stratégie annuelle et au niveau en associant bien sûr l'ensemble de ses salariés. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu incontournable. Et en termes de loi, il y a eu un renforcement de ce qui avait été initié par la loi LOM avec la loi Climat et Résilience en 2021 et qui vient à renforcer en tout cas les objectifs de la loi LOM et en promouvant notamment la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement. Donc, à titre d'exemple, il y a 64% des actifs aujourd'hui en France qui utilisent quotidiennement la voiture pour se déplacer, quelle que soit la distance parcourue. Donc, seulement 16% qui utilisent les transports en commun. Donc, quand on voit la taille aujourd'hui des métropoles françaises, on peut se dire qu'il y a une vraie sensibilisation à avoir à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'envie et la motivation des uns et des autres, que ce soit les collaborateurs des entreprises ou les entreprises elles-mêmes, il y a des gens qui se mobilisent et qui ont une envie de changer, mais finalement, c'est pas toujours évident de passer à l'action ou de savoir les leviers qu'on a pour pouvoir réaliser une transition. Donc, en termes de… Alors, est-ce que là, je vous change la slide? Oui, c'est bon? Vous voyez la slide suivante? Oui. Bon, on va y arriver. Donc voilà, les obligations, en tout cas aujourd'hui des entreprises, c'est d'avoir une prise en charge des transports publics auprès de leurs salariés, avec un abonnement qui est à moitié remboursé, une électrification aussi des parkings et des parkings à vélo, donc avec un aménagement d'au moins une borne de recharge si vous avez un parking entreprise avec plus de 10 places, et également un parking à vélo disponible aussi pour vos collaborateurs qui souhaiteraient arriver en vélo. Et si vous disposez aussi d'une flotte de véhicules, il faudra aussi qu'elle passe au vert. Donc ça, c'est vraiment les obligations. Alors avec des contraintes en fonction évidemment de la taille de l'entreprise et de votre flotte. Et notamment si vous avez une flotte aujourd'hui de véhicules qui est de plus de 100 véhicules, eh bien vous avez obligation en tout cas de passer au vert. Assez rapidement, puisqu'il y a 10% des véhicules neufs et d'occasion qui devront être des véhicules à faible émission à partir du 1er janvier 2022, 20% à partir de 2024, 40% en 2027 et 70% de votre flotte au 1er janvier 2030. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un objectif, en tout cas, de fin de vente des véhicules légers, neufs et thermiques qui est fixé à 2035. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est à envisager en termes de coûts et d'investissement pour les entreprises qui ont des véhicules, des flottes en tout cas de véhicules de cette taille-là. Il y a beaucoup d'aides et de défiscalisation qui permettent de mettre en place cette décarbonation de sa flotte. Il suffit alors c'est pas les informations qui manquent, mais c'est vrai que sur tous les sites de la transition énergétique ou les sites gouvernementaux, vous allez avoir toutes les aides qui peuvent être mises en place pour vous accompagner justement dans cette transition. Je vais m'attarder un petit peu là sur le forfait mobilité durable.
parce qu'aujourd'hui, donc là, on n'était plus sur la partie obligation aujourd'hui des entreprises vis-à-vis des lois qui ont été promues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soutien pour basculer en fait vers cette transition énergétique de votre mobilité, et il y a des dispositifs avec une vraie stratégie de mobilité durable qui est à envisager. Il y en a plusieurs qui sont accompagnés, et notamment le forfait mobilité durable. Je m'y attarde parce que j'ai animé beaucoup d'ateliers de sensibilisation à la mobilité durable dans des entreprises, où c'est vrai qu'il est mis en place parce que il y a certains avantages à le mettre en place, mais finalement les collaborateurs ne comprennent pas toujours pourquoi on doit changer cette mobilité. Et en fait, le forfait mobilité durable, c'est vraiment permet en tout cas, je vais changer d'écran, voilà, d'encourager l'utilisation des mobilités moins polluantes. Donc moi, je me suis vue sur des sites d'entreprises où il y avait à peu près 400 collaborateurs qui étaient arrivés à peu près tous avec une voiture individuelle, alors que finalement, avec un peu plus peut-être de dialogue entre eux ou d'aménagement d'horaire, pour qu'il puisse y avoir un vrai covoiturage, ça permet déjà d'avoir à son niveau d'entreprise une décarbonation du fonctionnement, en tout cas de mobilité et de déplacement de ses collaborateurs pour se rendre sur le lieu de travail. Donc, dans le forfait mobilité durable, il y a une prise en charge, en tout cas de l'entreprise, d'un vélo électrique, alors qu'il soit assistante électrique ou non, ou d'un engin motorisé personnel qui pourra être pris en charge ou financé en partie par l'entreprise. L'abonnement du transport public à 50%, mais ça j'en ai parlé juste avant. Et puis, voire même mettre un service de mobilité partagée avec des véhicules à disposition des salariés. Ce qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui, c'est que la mobilité durable, elle est plus que jamais à l'ordre du jour. Finalement, et peu importe la taille de son entreprise, on peut dresser en tout cas un état des lieux, même si on a une toute petite entreprise, des conditions de mobilité de ses collaborateurs, de fonctionnement aussi de son activité, et d'échanger sur les différentes mesures qui peuvent être mises en place, et puis d'adapter aussi son plan de mobilité selon les spécificités de son entreprise, de son territoire aussi. C'est pas toujours évident de pouvoir avoir des transports publics à disposition quand on habite à 10 km du centre urbain. Le bus, il passe pas toujours en bas de chez soi. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin des salariés, je pense, des employés et des entreprises aussi pour basculer vers cette mobilité. Et le focus, voilà, aujourd'hui, je voulais le mettre en tout cas sur les choses qui sont à disposition. Il y a énormément de choses qui ont été lancées en termes de soutien financier par l'État. Au-delà de la loi, elle est accompagnée aussi par un accompagnement financier, et il amène en tout cas à réfléchir aujourd'hui sur ces pratiques par territoire, par bassin d'emploi, et on peut même trouver des solutions interentreprises. Ce qui est sûr, c'est que dès demain, il faut envisager de changer son mode de déplacement. Donc, ça peut être la multimobilité, pardon. Il n'y a pas une solution idéale par rapport aux autres, mais en tout cas, envisager un report modal au niveau du fonctionnement de ses collaborateurs en entreprise. Voilà pour ma partie. Alors, je vais reprendre la main sur le. Hop. Alors, est-ce que j'ai bien arrêté le partage d'écran? C'est parfait, Sandrine. Je progresse. D'ici la fin, je suis au top. Ouais. Donc, je vais passer la main maintenant à part s'il y a des questions, ou peut-être qu'on les envisagera à la fin de nos 3 interventions. Je vais passer la main à Caroline, avec qui j'ai beaucoup échangé pour essayer d'accompagner en tout cas les entreprises qui réalisent des tournées en milieu urbain, et comment passer en fait d'une tournée qui est faite en véhicule utilitaire léger, donc, et pour basculer vers de la cyclo-logistique. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement que de le dire, puisque souvent, le collaborateur qui est dans la petite camionnette blanche que vous voyez partout en ville, quand on le met sur un vélo, c'est pas du tout la même histoire, et c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, je laisse la main à la spécialiste française de la cyclo-logistique. Là, je t'ai bien annoncé, Caroline. Bonjour à tous. Je suis peut-être un peu surprésentée, mais bon, je te remercie, Sandrine. Ça met une petite pression. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Caroline. J'ai fondé la société Baguette à bicyclette, donc livraison de petits déjeuners à vélo, donc en milieu urbain, à une époque où personne prenait des vélos pour faire du transport. C'était en 2017. Donc j'ai été confrontée à pas mal de
d'aléas, on va dire, aussi bien techniques que climatiques qu'organisationnels. Voilà. Et puis, depuis l'année dernière, je suis présidente des boîtes à vélo France, qui regroupe l'ensemble des travailleurs à vélo, que vous soyez plombier, consultant, boulanger, enfin voilà, cyclo-logisticien pur et dur, donc manutention de palettes ou autre. Donc voilà, c'est vrai que ça me permet d'avoir cette double casquette. Et c'est aussi pour ça que je me suis un peu lancée dans le métier de consultant, parce que j'avais évidemment pas mal de demandes de personnes qui se posaient la question de passer au vélo et de se dire finalement comment on peut faire pour passer au vélo aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai vraiment fait une slide très simple. J'ai fait une slide très très simple, je vous avouerai. Est-ce que vous la voyez? Ah oui. 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 Ouais. C'est tout bon. Et c'est tout bon encore? Vous la voyez encore? Toujours. On la voit tout. Ok. Donc en fait, c'est vrai que, comme l'a dit Sandrine, il y a des défis, hein, évidemment, à la logistique urbaine. Je pense que vous les connaissez tous. Après, je vais me permettre un petit rappel. Évidemment, c'est la congestion routière. Moi, j'effectue mes tournées sur Lyon, et on se rend bien compte que depuis quelques années, c'est plus possible de circuler finalement à tout moment de la journée. Évidemment, l'autre enjeu, c'est la pollution atmosphérique, qui est assez importante, malgré des véhicules qui sont de plus en plus électriques. On commence à supprimer les thermiques, mais ça ne résout pas tous les problèmes, malheureusement. Il y a aussi des coûts au niveau de la maintenance des véhicules qui sont quand même élevés lorsqu'on compare un vélo à un véhicule thermique, voire électrique. Et puis, évidemment, lorsqu'on parle logistique, que ce soit en voiture ou à vélo, il y a toute la pression sur l'infrastructure routière existante, où finalement aujourd'hui on doit partager l'espace entre des vélos, des trottinettes, des véhicules parfois intermédiaires, comme on les appelle, et puis les bus et les voitures. Donc finalement, ce que moi j'explique souvent aux gens, c'est qu'on a juste redistribué l'espace, mais ça crée une grosse pression. Aujourd'hui, lorsqu'on souhaite passer à la cyclo-logistique, il y a quand même des questions qui se posent. On se dit oui, il y a peut-être des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Moi, je vais vous parler plutôt des avantages. Alors, tout d'abord, il y a un sujet qu'on aborde rarement, mais moi, j'aime bien l'aborder en premier, c'est que je trouve que c'est quand même l'effet sur la santé. Aujourd'hui, on est quand même des publics de plus en plus sédentaires, c'est-à-dire on reste évidemment au bureau, devant l'ordinateur, on a du mal à bouger la journée. Et donc, finalement, réussir à faire prendre le vélo à ses équipes, c'est aussi avoir une action sur la santé des gens au quotidien. Et ça, je pense qu'on ne le souligne pas assez. Évidemment, on participe à la réduction des gaz à effet de serre, et bon, ça fait toujours plaisir, et en plus, on peut aussi le justifier auprès de nos clients, et ça peut devenir un vrai avantage concurrentiel. Il y a des moyens assez faciles de le calculer. Lorsqu'on arrive à bien suivre nos tournées, par exemple, on peut assez facilement faire des calculs de réduction de gaz à effet de serre. On participe aussi, évidemment, lorsqu'on passe à la cyclo-logistique, à la diminution de la congestion routière. Alors vous allez me dire, on n'encombre plus les grandes avenues, mais on encombre peut-être les pistes cyclables. Justement, à ce sujet, nous, les boîtes à vélo, on a été interrogés il y a quelques mois par le ministère de la Transition écologique, qui nous demande finalement quelles sont les dimensions idéales et acceptable d'un vélo cargo plus de sa remorque. Donc vous imaginez bien tout l'enjeu de cette réponse, qui a été une réponse qui a été apportée conjointement par l'association des boîtes à vélo et par d'autres associations du monde du vélo. Parce que si demain le vélo cargo n'a plus sa place sur la piste cyclable, tout ce que je suis en train de vous dire ne marchera plus, et donc nous devrons refaire une conférence. Les autres avantages, c'est aussi des coûts opérationnels qui sont quand même fortement réduits. Moi, personnellement, j'ai mené une petite étude avec des clients, et puis aussi avec des études que j'ai pu trouver un peu sur Internet, et puis mon propre cas aussi. Entre le coût d'une voiture, par exemple, une fois que vous avez pris en compte les réparations, l'entretien, l'assurance, l'essence, évidemment, plus parfois des frais annexes de frais de stationnement. Un véhicule berlingot, on a estimé en France qu'il revenait à 750 € hors taxe par mois. Et lorsqu'on fait ces mêmes calculs sur le vélo, on est à un coût opérationnel de 250 €.
Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc finalement, c'est aussi pour ça que maintenant, de plus en plus de personnes se posent la question de réduire ces flottes de voitures. Ça ne veut pas dire les supprimer, mais ça veut dire aussi les réduire pour mieux optimiser ses frais. Enfin, ses coûts opérationnels. C'est d'ailleurs aussi là que je mets une petite alerte, c'est que souvent, lorsqu'on dit aux gens il faut passer au vélo cargo, dans notre esprit, c'est soit blanc, soit noir. C'est soit tout voiture, soit tout vélo. Moi, en fait, je prône vraiment la solution de plusieurs modalités en fonction de nos besoins du quotidien. Et donc, voilà, le 100% dans un sens comme dans l'autre n'est pas forcément quelque chose vers lequel il faut tendre, mais je pense qu'il faut adapter son mode de déplacement évidemment à la distance et aux charges qu'on transporte. Mais voilà, ça ne veut pas dire tout blanc ou tout noir, ça veut dire un peu de vélo, peut-être un peu de camion, parce que parfois c'est nécessaire. Sur certaines distances ou sur certains transports, c'est tout à fait justifié. Et les autres avantages de la cyclo-logistique, quand même, c'est que voilà, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des politiques qui prônent quand même ce type de transport et qui, justement, comme le disait Sandrine, mettent en place des aides pour favoriser cet usage. Que vous dire de plus ? Évidemment, les défis vers la transition vers la cyclo-logistique, c'est des infrastructures adaptées. Sans ça, finalement, les gens ne font pas l'effort de se mettre au vélo. Quand on dit infrastructure, c'est aussi bien la manière de se déplacer que la manière de se stationner, voire même de sécuriser le vélo une fois qu'on ne l'utilise pas. Parce que, comme dans tout secteur, il y a des vols qui commencent à s'opérer. Les capacités de charge et de distance limitées, c'est un des défis. Alors évidemment, le but, je ne pense pas qu'on soit vers une logique de SUVisation, c'est-à-dire de mettre un vélo, une remorque, plus une remorque, plus une remorque. C'est un peu ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne. La France, ça ne m'a pas l'air d'être la décision on n'a pas l'air d'aller dans ce sens, en tout cas. Mais voilà, il va falloir mettre des garde-fous parce que, notamment à Paris, on voit parfois des gros vélos qui transportent des charges très très lourdes et il y a aussi quand même une question de sécurité à se poser. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire que sur une piste cyclable, on peut aller à une vitesse indéfinie avec un point indéfini parce qu'il faut savoir que la piste cyclable est aussi partagée par des usagers particuliers et donc des familles. Il y a une énorme résistance au changement des acteurs traditionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent le vélo, c'est pas une solution pour mon activité, alors qu'en fait, il faut accepter de repenser son travail et son organisation pour faire rentrer du vélo. Donc, ça demande aussi un peu d'humilité et de remise en question. Et puis, il y a aussi un aspect qui est important, c'est que on a l'habitude de voir des livreurs en camion qui respectent plus ou moins les règles on va dire de sécurité. Et c'est exactement pareil à vélo. Il y a des règles de sécurité basiques. Donc ça passe par de la formation que propose très bien Sandrine. Et puis voilà, pareil, il y a la sécurité du livreur, mais aussi la sécurité du colis et la sécurité du transport. Et ça passe par des équipements adaptés. Il y en a de plus en plus. Que ce soit des remorques palettes, des remorques fermées, etc. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour le secteur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mis là-dessus et ça ne fait que faciliter finalement le passage à l'échelle. Et ça permet aux gens de se poser des questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais peut-être vous dire dans un premier temps. Évidemment, après, je pense qu'il y aura peut-être un petit temps d'échange, mais voilà, pour l'instant, j'ai rien à ajouter, si c'était assez clair pour vous. C'est très clair, Caroline. Ouais. Et il y a déjà des questions et je pense que c'est bien de les prendre maintenant. Ah, ok, très bien. Alors, je vais les prendre dans un certain sens pour essayer de faire la transition avec Jawad. La première, c'est est-ce qu'il faut un permis quand on fait de la cyclologie, donc on a des livraisons à faire avec des colis, des charges qu'on transporte? Alors, pas de formation obligatoire. Cependant, je pense que dans chaque entreprise qui fait de la cyclo-logistique, une formation en interne est fortement essentielle parce que c'est quand même une manière de disposer, de penser, d'organiser son coffre. Enfin, voilà. Et nous, à l'association Les Boîtes à Vélo, on a actuellement un programme qui s'appelle Cyclo-Cargologie, qui est un programme financé par l'État, par les financeurs, par les pollueurs-payeurs. Donc, c'est un programme C2E pour ceux qui connaissent. Et justement, dans ce programme C2E, on est en train de réfléchir à une formation dont pourraient bénéficier les coursiers à vélo, parce que finalement, c'est aussi faire monter en compétence parfois des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Voilà, donc pas à ce jour,
Mais une formation en interne, et je pense que personne ne dira le contraire, c'est toujours appréciable pour rappeler quelques petites règles de sécurité et de bonne conduite et de bienséance. Oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas du tout de permis, ni voiture, ni scooter, ni poids lourd, il se dit, bah, tiens, moi je vais faire livreur, et puis se retrouve finalement à transporter quand même de la charge en mouvement, avec la sécurité des gens qui sont autour de lui, la sécurité du matériel qu'il transporte. Il y a quand même des enjeux qui ne sont pas neutres, hein. Non, c'est pas neutre. Et Jean-Baptiste, vous avez raison de le préciser. Nous, typiquement, on a accompagné une entreprise dans le nettoyage qui avait du mal à recruter forcément des travailleurs le matin. Et en fait, ils nous ont dit que passer au vélo, ça a été une chance pour eux, parce qu'en fait, ils peuvent prendre maintenant des personnes qui n'ont pas le permis grâce au vélo. Ah oui, c'est top. Et voilà, et ils nous ont dit, en fait, on recrute beaucoup de populations étrangères qui arrivent sans permis en France. Et donc, finalement, passer au vélo, pour eux, ça a été une chance de pouvoir capter, on va dire, des travailleurs salariés supplémentaires. Eux, c'est une chance de travailler. Eux, c'est une chance aussi pour l'entreprise, comme ça, ils trouvent plus facilement. Donc, vous voyez, ça peut être aussi le vélo un vecteur de développement social, hein, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi le préciser. Ouais, ça, c'est pas mal parce qu'on peut passer des annonces sans permis exigé. Ouais, exactement. Notamment pour les agences d'intérim, hein, qui sont des gros recruteurs, en plus des donneurs d'ordre classiques des entreprises. Ça peut être un bon vecteur de démocratisation de la cyclologie. Exactement, ouais. Eh bien, on a une autre question, c'est Stéphane, hein, qui nous la pose après celle du permis, et je passerai à celle d'Alice après, notamment sur les assurances spécifiques. Alors, assurance spécifique, bon, donc comme chaque entreprise, vous avez une responsabilité civile professionnelle. Et à côté de ça, évidemment, lorsqu'on transporte, que ce soit des charges lourdes avec de la valeur ou j'allais dire des humains, mais parce que oui, il y a des vélos-taxis aussi, hein, forcément, tout ça ne s'assure pas de la même manière. Et les boîtes à vélo, en tant qu'association, a porté ce sujet auprès de plusieurs compagnies d'assurance pour essayer de trouver des solutions pour assurer de manière la plus fiable possible des travailleurs à vélo. Donc ça a été un sujet qui a duré 2 ans, parce qu'évidemment, aller contacter des assurances, c'est un sujet qui n'est pas simple, et c'est aussi le but de se regrouper en association, hein. C'est qu'on a obtenu de la part de AXA et de la Maïf des offres d'assurance spécifiques au vélo cargo. Donc pour assurer l'activité, on va dire, et pas que sur la responsabilité civile professionnelle. Donc après, voilà, c'est quand même un sujet qui tient à cœur de plus en plus les gens, parce que évidemment, qui dit charge lourde, qui dit transport, qui dit trafic, dit potentiellement accident. Et aussi, comme je vous le disais, le vol qui peut aussi intervenir. Il y a des assureurs qui arrivent à garantir ce qu'il y a à l'intérieur du vélo. Oui, parce que du coup, c'est quoi la convention? Parce qu'on connaît bien les conventions en transport, hein. Oui, c'est ça. Il y a la CMR en Europe, il y a le contrat type. Alors, c'est quoi qui chapeaute tout ça? Alors, en fait, ça dépend vraiment des activités, parce qu'en fait, vu que la livraison, il faut que ce soit l'activité principale. Donc, si c'est l'activité principale d'un cyclo-logisticien, lui, il est sur la convention du transport. Moi, si je vais prendre mon exemple, moi, en fait, mon activité principale, c'est plutôt de la cuisson de petit déjeuner et puis de la vente. Et finalement, la livraison, c'est une activité annexe. Donc, en fait, donc vous êtes en compte propre. Voilà, moi, je suis en compte propre, et donc je ne fais pas partie de la convention transport. Ok, donc c'est top, hein. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire tellement c'est très, très important. Et dans comme un d'ailleurs, premier- lorsqu'on fait du transport, il y a une capacité à avoir, une capacité de transport lorsqu'on est une entreprise 100% logistique, vélo ou autre d'ailleurs. Voilà, donc organiser le transport pour compte d'autrui ou pour compte propre. Donc, on est dans les mêmes règles. On fera un petit webinaire là-dessus, ça peut être sympa. Ouais. On a une autre question d'Alice qui nous demande, est-ce qu'il y a un PTAC pour les vélos et les CU? Alors, les CU, qu'est-ce que les CU? Alice, si tu peux nous... charge utile. Merci. Charge utile. Et bien justement, c'est tout l'objet de la définition actuellement avec le ministère des Transports. Il y a un PTAC qui est en cours d'être défini, mais bon, évidemment, vu qu'on était plusieurs associations, on n'était pas forcément d'accord entre ceux qui font du transport plutôt, on va dire, des associations qui sont plutôt sur le transport d'enfants, globalement, et puis nous sur le transport de marchandises. Donc voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, en tout cas, l'État aura statué. Mais oui, il y a un PTAC qui est à respecter. Et puis après, c'est aussi tout l'enjeu des fabricants,
parce que les fabricants, ils sont de plus en plus nombreux de matériel de vélos et puis de remorques. Et finalement, le poids commence vraiment à rentrer en compte parce que lorsque vous avez déjà une remorque qui est très lourde et que vous venez lui ajouter encore une palette par-dessus, on sait qu'il y a les 250 watts qui doivent être respectés et la vitesse limitée à 25 km/h. Donc dessus, il y a un humain. Et lorsque vous habitez à Lyon et qu'il faut monter la Croix-Rousse, par exemple, si vous avez un PTAC à 900 kg, vous restez en bas, quoi. Non, mais c'est sûr qu'en termes d'enjeux de sécurité, de réglementation, il y a encore des choses à faire. Effectivement, en plus, à Lyon, il y a quand même un acteur historique, Renault Trucks, on va le citer, parce que c'est assez majeur comme fait. C'est une entreprise qui fabrique des camions et qui a décidé de faire justement du vélo cargo. Et même, il y a 2 semaines, ils ont annoncé la fabrication de drones. Donc, c'est quand même eux qui donnent un peu le tempo. Parce que derrière la mise sur le marché d'un produit comme ça, il y a de la R&D, il y a de la réglementation aussi. Donc, ils sont proactifs. Ils sont proactifs. Et après, ceux qui étaient le plus proactifs dans nos groupes de travail, c'est les gens qui fabriquent des remorques surtout. Je ne vous cache pas. Les remorques, ça a été un gros sujet et au Boîte à Vélo, on a encore du mal à se mettre d'accord parce qu'évidemment, on prend tous les avis de tous les adhérents. C'est une démocratie, donc on en discute. Et voilà, les remorques, ça pose de gros problèmes parce que la remorque, elle permet de transporter de grosses charges. Mais voilà, nous, on essaie en tout cas, le conseil d'administration, de garder cette logique de sécurité sur les pistes cyclables parce qu'aujourd'hui, il est remonté très peu d'incidents à cause des vélos cargo. D'accidents mortels, je crois même qu'on est proche de 0. Les accidents à vélo, ils arrivent surtout en fait sur des routes de campagne. Et ça, c'est une autre problématique. Et ça pourra faire l'objet d'un autre sujet, je pense. Mais c'est vrai que voilà, il y a peu d'accidents et il faut que ça reste comme ça parce que sinon, demain, le risque, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on nous dise, les vélos cargo, vous êtes trop gros, trop lourds, trop dangereux. Il faut aller sur la route avec les voitures. Et je pense que c'est pas un objectif à atteindre pour aucune des entreprises qui veulent faire du transport en ville de marchandises, quoi. Effectivement, vous l'avez évoqué, Caroline, le partage des structures, des infrastructures pour tous ces véhicules, ils puissent circuler. Alors, notamment le fait que les piétons sont encore plus près des véhicules en mouvement. Donc, c'est ce qui peut poser des graves problèmes s'il y a une prolifération de tous ces véhicules. Tout à fait, ouais. C'est un risque. Et du coup, on a une dernière question. Et là, ça a peut-être donné la main à Jawad. Quel TMS utilise-t-on pour la cyclologie? Alors, TMS, Transport Management System, c'est ce qui permet d'automatiser les processus un petit peu pour faire la livraison. Et on n'est pas loin, je pense, du DMS, du coup. Du DMS, tout à fait. Mais merci pour la transition. Alors, pour me présenter, je vais partager la slide en live, comme ça sera fait. Hop. Et j'en profite pour échanger sur le commentaire de Stéphane qui nous dit probablement qu'il fera un compromis entre la voie réservée aux bus et ces nouveaux véhicules, comme c'est déjà le cas notamment avec les taxis. Oui, et puis la petite nuance qu'on a essayé d'apporter aussi auprès de l'État, c'est de dire qu'il faut avoir une approche territoriale. Parce que selon les territoires, les villes, là je voyais passer Grenoble tout à l'heure, Lyon, Paris, etc., les contraintes sur le territoire ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, il y en a qui descendent. Allez, on passe la main à Jawad. Alors, vous voyez la slide, je pense? Oui, j'ai l'impression que oui. Déjà, pour me présenter, Jawad Ennajar, donc cofondateur de Cartoway. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans la logistique au départ et puis dans le logiciel dit de transport. Et depuis quelques mois, avec mon associé, on a décidé de développer un nouvel outil sur le marché pour répondre un peu plus à tout ce qui est mobilité douce, très axé sur les dernières normes liées au ZFE, axé sur la livraison en scooter électrique, en véhicule électrique, en vélo cargo. Voilà. Donc là, c'est là où aujourd'hui on apporte un petit peu notre expertise digitale. Donc pour faire, j'avais prévu de commencer par 2 chiffres, 1994 et 2,5 milliards. Donc je vais vous dire un petit peu le lien entre les deux. En 1994, on a eu la première commande en ligne passée, payée en ligne et livrée à domicile. Depuis, uniquement en France, on a plus de 2 milliards de commandes qui sont passées chaque année. On ne parle que des commandes Internet, sans parler des commandes magasins qui sont passées pour être livrées. Donc autant dire, et ce n'est pas moi qui vous l'apprends, que les flux de transport et de livraison sont astronomiques dans nos rues.
Est-ce que ça change? Juste pour savoir, ça change de slide là? Pour vous? Je sais pas. Oui, Si... oui. Ça change. Ouais. Oui. Les entreprises aujourd'hui ou les experts de la livraison, comme Caroline, ont un maximum de contraintes qui leur arrivent dessus. On a à la fois les normes plutôt liées à la législation, c'est des apparitions par exemple de zones à faible émission. On va avoir aussi tout ce qui est sociétal et c'est important. On a l'envie de pouvoir mieux équilibrer la charge de travail de nos collaborateurs. On a le souhait aussi en tant qu'entreprise de vouloir basculer vers une mobilité douce pour être moins polluant. Et ce n'est pas une mince affaire pour certains, comme l'avait souligné Caroline. Et on a ce côté aussi où on a envie de minimiser ou de mieux maîtriser, on va dire, ces coûts d'exploitation. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui tombent un petit peu sur le nez des entreprises actuellement, expertes en livraison. Et ce n'est pas une mince affaire que d'arriver à organiser finement, je dirais, ces tournées de livraison. Un petit clin d'œil sur quelques méthodes historiques qui étaient très utilisées, on va dire avant qu'on ait des outils digitaux comme des TMS ou des DMS. On avait tendance à entendre parler de la méthodologie d'organisation des tournées en trèfle ou en marguerite. C'était tout simplement le fait, comme je l'ai fait dans mon passé de logisticien où je n'avais pas ainsi dire, de logiciel. J'avais une grande carte d'1,50 m sur 1,50 m et avec mon feutre, je mettais mes clients et j'essayais de créer des groupes de points. C'est un peu ces méthodes historiques. Il y a beaucoup peut-être des personnes autour de la table qui se reconnaîtront, mais quand on n'a pas d'outils, je dirais, digitaux, la meilleure méthode, c'est d'essayer de grouper, comme on le peut, à l'expérience des points pour créer des secteurs. Aujourd'hui, les outils digitaux du marché, les TMS, entre autres, apportent des solutions pour s'aider. Ils n'ont pas réinventé, je dirais, la peau pour certaines fonctionnalités, mais plutôt, ils sont partis du fait de dire il y a des méthodes traditionnelles qui étaient plutôt fonctionnelles, qui atteignent leurs limites manuellement. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils qui permettent à la fois déjà de sectoriser. Sectoriser de différentes manières, le fait de peut-être aider en équilibrant des adresses, pour équilibrer un petit peu des zones géographiques pour des livreurs, en équilibrant, en tenant compte de distance ou de temps de travail. On souligne, quand on parle de distance ou de temps de travail, je fais un petit aparté par rapport aux nouveaux types de véhicules de mobilité douce, comme des véhicules électriques qui ont une autonomie, je dirais, limitée en nombre de kilomètres, où on va avoir aussi, de par un petit peu la pénibilité et l'effort, des tournées en vélo cargo qui ne peuvent pas être des tournées de 8 heures comme on en verrait un camion poids lourd aujourd'hui, faire 8 heures de tournée. Donc ça, c'est des méthodologies qui existent dans certains outils du marché aujourd'hui. Et derrière, il y a cette possibilité, cette aide aussi à l'ordonnancement que proposent ces logiciels du marché, le fait de dire j'ai créé effectivement des secteurs équilibrés en charge de travail, mais je veux, vis-à-vis des contraintes peut-être horaires que j'ai, des contraintes différentes et variées de mon métier, pouvoir aussi avoir une proposition d'ordre comme je dirais une calculatrice qui permettrait de dire bon, ben, dans ces secteurs-là, pour minimiser le temps de travail, minimiser la pollution, minimiser un petit peu aussi les coûts, ben, voici la meilleure boucle que vos équipes peuvent faire. Voilà. Ces logiciels du marché proposent à la fois de dire on veut minimiser le temps, donc plutôt se lier au temps de travail pour mieux le maîtriser, ou on veut minimiser la distance parcourue par mes tournées. Et donc, ça permet de travailler un petit peu sur ces deux grands axes. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, il y a une évolution des logiciels du marché qui se tourne petit à petit aussi beaucoup vers de l'affectation globale. Là, il y a nettement une volonté de minimiser les livreurs sur la route, mais minimiser fortement, on va dire, les émissions de CO2. Ça, c'est une méthodologie, une méthode de calcul qui a émergé quand même depuis au moins 5 ans et qui permet petit à petit de se dire, je peux intégrer différents types de véhicules, ma flotte, mon équipe de livreurs, et je vais prendre en compte les contraintes métiers et essayer très simplement d'avoir une proposition pour dire, bon, ben, finalement, en envoyant 3 vélos cargo et peut-être 2 camionnettes, je pourrais, avec 5 véhicules, minimiser à la fois mes émissions de CO2, mais aussi minimiser le nombre de personnes que je mets sur la route aussi, car ce n'est pas évident pour des raisons comme l'avait souligné, et je rebondis sur ce qu'a dit Caroline sur la sécurité. Effectivement, aujourd'hui, si on peut faire des tournées avec 4 personnes, pourquoi en envoyer 6, je dirais, sur les routes. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, on a une évolution légitime de ces logiciels-là pour pouvoir intégrer ces nouvelles normes. Ces nouvelles normes qui sont à la fois, on parle de ZFE, de zones à faible émission, mais dans ces zones à faible émission, en dehors du fait qu'il y a une notion de critères pour pouvoir y accéder ou pas, il y a aussi des notions d'accessibilité. Certains itinéraires maintenant sont
accessibles uniquement en vélo, certains vont être accessibles simplement peut-être en moins de 3,5 tonnes, et peut-être d'autres simplement en voiture par rapport à des gabarits, à des largeurs de route ou des accès. Donc ça, aujourd'hui, lorsque je parlais tout à l'heure d'organisation manuelle à une certaine époque, il y a encore des entreprises qui organisent manuellement, aujourd'hui, ça se complexifie fortement car nos centres urbains, si on parle de l'hypercentre et des centres urbains, sont sans cesse en mouvement positif aussi, hein, car je pense que par le passé, on n'a jamais mené de telles réunions un peu partout en France pour essayer de faire évoluer nos méthodes de déplacement et qui sont bénéfiques pour notre avenir. Mais aujourd'hui, ça amène vraiment de la complexité au quotidien pour à la fois les chargeurs, les expéditeurs, les transporteurs experts, ou encore les entreprises qui livrent ou les déplacements d'artisans de différents métiers qui se déplacent. On a aussi une vague de TMS qui apporte des solutions pour pouvoir afficher, intégrer des notions vis-à-vis des véhicules électriques. Il émerge beaucoup des scooters électriques, des livraisons de trottinettes électriques, de la voiture ou du camion électrique, quelques actions aussi en poids lourd électrique. Et aujourd'hui, une des complexités, l'autonomie, l'accessibilité, mais aussi de pouvoir voir dans ma tournée, si je ne peux pas la faire de manière complète, quels sont mes points ou mes stations de chargement adéquates dans mon périmètre de tournée. Donc ça, on voit émerger ce type d'informations petit à petit. Ce sont les dernières innovations que l'on trouve dans des outils du marché. On a aussi, et là c'est une action un peu plus complexe, on a la possibilité dans les outils de récupérer des pistes cyclables. Aujourd'hui, la donnée n'est pas suffisamment contrôlée. Elle est dépendante des collectivités, des agglomérations qui doivent remonter ces infos. Et aujourd'hui, il y a un gros travail, je dirais, qui est en cours par certaines villes, mais c'est encore minime, je dirais, en France, car à une époque où on se suffisait de dire une piste cyclable et pour le côté un petit peu familial, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des dimensions, des largeurs de voies pour savoir si le vélo cargo, par exemple, peut passer. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a quand même des chantiers qui sont initiés, il y a des données existantes qui permettent de gérer dans certaines métropoles, mais ça reste encore pas assez important en termes de données. Il y a des travaux de l'État à ce niveau-là, mais aujourd'hui, voilà, c'est un point nouveau. Je pense que ça n'a pas été anticipé ni appréhendé, mais aujourd'hui, il y a heureusement la volonté des acteurs, des experts de la cyclologistique qui poussent pour pouvoir évoluer vers ces données et voilà, qui manquent, tout simplement. Sur la partie tournée liée aux mobilités douces, là, je voulais parler de quelques points sur les travaux actuels vis-à-vis des nouvelles méthodologies, je dirais, de livraison, les travaux actuels menés par certains éditeurs pour apporter des solutions pour demain. Il y a en effet déjà le fait qu'au niveau des expéditeurs, des acteurs historiques de la livraison, de pouvoir plus faire confiance à la cyclologistique ou à d'autres moyens de mobilité douce. Ça, c'est un point qui est assez important déjà. C'est le fait qu'ils veulent aller vers là. Mais aussi, c'est le fait d'avoir peut-être des outils du marché qui leur permettraient d'organiser plus simplement les tournées. Là, les travaux actuels, ce que je partage là, ça s'appelle la tournée multimodale. C'est des travaux qui se font actuellement sur le fait de dire, je vais peut-être approcher de mon hypercentre avec un véhicule, une camionnette thermique ou peut-être camion électrique, des commandes dans ma tournée, que je vais approcher sur un micro-hub ou peut-être sur un parking et pouvoir le donner à un prestataire. Physiquement, aujourd'hui, ça existe déjà, cette méthodologie physiquement. Mais dans le digital, c'est une méthodologie qui est nouvelle, qui n'est pas bien gérée et qui pourrait permettre aussi pour l'expéditeur, le donneur d'ordre ou les transporteurs historiques de pouvoir plus simplement imaginer comment je peux organiser mes tournées, les optimiser en donner un relais sur un parking, sur un micro-hub à des vélos cargo, par exemple, qui, eux, vont approvisionner l'hypercentre et mon camion va continuer sa tournée en zone plutôt extra-urbaine. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui apportera aussi à ces réflexions. C'est vrai que le fait d'organiser manuellement aujourd'hui ces tournées pour pas mal d'acteurs, le fait peut-être d'avoir des outils, que ces travaux-là aboutissent, ça permettra d'amener aussi quelque chose qui pourra plus simplement leur permettre de se projeter. Ouais. Derrière, ça c'est des travaux aussi qui sont liés un petit peu à ça, c'est que si on pousse à faire des tournées par exemple en camion électrique et à poser sur un relais ou plusieurs relais de la marchandise pour d'autres types de véhicules,
l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer finement, organiser dans la tournée les points de recharge. Parce qu'aujourd'hui, on a, si je parle en camionnette, plus en camionnette, on a plutôt tendance à avoir des camionnettes qui font quand même dans les 200 km au niveau des tournées électriques, ce qui change, je dirais, du thermique. Et aujourd'hui, ils ont clairement besoin, pour certains, de soutien dans l'organisation des tournées pour pouvoir facilement intégrer à des moments clés des points de charge d'une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, pour pouvoir finir sa tournée, je dirais. Et enfin, là, on est plus lié au DMS. Côté MS, les DMS ont un gros travail actuellement pour les quelques acteurs français ou internationaux. Ils ont un gros travail aussi qui permet de proposer aux chargeurs, parce que l'idée, c'est peut-être de remonter au point de départ, qui est le chargeur, et avant le chargeur, au consommateur, pour lui proposer ces critères-là. Aujourd'hui, les DMS apportent une nouvelle vision sur le marché. Donc, c'est les Delivery Management System. C'est un petit peu, après le TMS, cette tour de contrôle qui permet d'organiser la livraison. On va dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau TMS, donc Transport Management System. On va être vraiment sur le transport amont ou international. Derrière, on a le DMS qui est plutôt lié au mode urbain pour pouvoir gérer tous les flux de livraison. Et on a le métier un peu comme moi, Cartoway, l'optimiseur qui va venir, lui, derrière, proposer la meilleure boucle, la meilleure affectation. Ce qui est important, c'est qu'ils ont amené les DMS ils ont amené des nouveaux critères intéressants. C'est le fait de proposer, quand on va organiser de la livraison, de choisir des critères de qualité de service ou des critères économiques, mais surtout des critères écologiques. Ça, aujourd'hui, ça apporte un vrai plus, je dirais, car lorsqu'on était plutôt concentré à une époque à se dire « je dois expédier une commande, je m'appelle monsieur l'enseigne A, j'ai une commande à expédier, bon, ben, est-ce que je le donne avec Transport du Pont au pôle, tout simplement ?» Là, aujourd'hui, on a une réflexion un peu supplémentaire, intéressante, pertinente, de dire on veut intégrer aussi des critères de quel type de véhicule utilise. Est-ce qu'il est organisé? Est-ce qu'il est peut-être en cyclo-logistique? Et ça, c'est des nouveaux types de critères. Donc, au niveau enseigne, ça commence à gagner du chemin dans la réflexion, et c'est intéressant dans le digital. Mais là où ça manque un peu, où il y a des travaux qui sont initiés, c'est au niveau du consommateur. On attend un peu plus que lorsque je suis consommateur, que je vais passer ma commande en magasin pour être livré ou sur Internet, on attend qu'il y ait peut-être une solution qui dit « vous pouvez être livré demain », oui, ou vous pouvez être livré peut-être de manière plus écologique dans 2 jours, dans 3 jours, avec potentiellement une acceptation du consommateur. Donc là, il y a des réels travaux de réflexion, pas encore aboutis sur cette partie digitale, mais qui sont intéressantes, je dirais, sur l'aspect futur et s'approcher petit à petit plus d'une mobilité douce, je dirais. Et enfin, pour le dernier point, c'est un travail aussi qui est à certaines enseignes qui essayent de travailler depuis un petit moment sur ça, mais qui n'arrivent pas, ce n'est pas une mince affaire, c'est le fait de se dire, les consommateurs, finalement, au bout, commandent dans plusieurs enseignes différentes, comment nous, on arrive à mutualiser, recentrer peut-être sur des hubs ces marchandises-là pour le proposer avec un flux unique, que lorsque je pars en livraison, peut-être en camionnette électrique dans un hypercentre, j'ai à la fois pris une enseigne A, une enseigne B, une enseigne C. Ça, c'est pas simple parce qu'au-delà de la messagerie, qui le fait partiellement aujourd'hui, là, l'idée, c'est vraiment de se mettre autour de la table avec les enseignes et de dire, nous, en amont, comment on a peut-être des plateformes qui sont très proches, comment on arrive déjà dès le départ à mutualiser ces flux de bout en bout de la chaîne. Voilà, donc là, il y a des travaux aussi initiés de manière digitale, mais c'est vraiment au début, je dirais, de ce type de méthodes, mais qui sont intéressantes pour le futur. Donc voilà un petit peu mon propos. Sur la question de TMS, si la question se veut précise, ça dépendra un petit peu de ce qu'on recherche, parce que j'ai vu la question qu'il y avait tout à l'heure sur la partie TMS, il y a plusieurs acteurs sur le marché, tout dépend. Alors je ne sais pas si je reviens sur les questions, je les vois peut-être là. Alice, c'était toi qui avais posé la question sur les TMS. Est-ce que tu parles de TMS plutôt pour une gestion en amont du transport, plateforme vers magasin, où on parle vraiment de dernier kilomètre, quels les outils peuvent m'aider? On est dans quel, je puisse citer peut-être Alors, en attendant la réponse d'Alice, je peux déjà dire qu'en France, il y a plusieurs centaines d'éditeurs de TMS. Les gens ne le savent pas souvent, mais des éditeurs, il y en a beaucoup. Donc, Alice nous dit pour les deux. Ah oui, donc il y a grande... Donc, aujourd'hui, ouais, effectivement, donc on ne va pas pouvoir tous les citer aujourd'hui, mais si on parle des TMS, je vais parler un petit peu des plus récents, un petit peu innovants. On va avoir
Shopify, des MyTower, on va y voir des DDS, on va voir Générix qui le fait en partie, qui est partenaire. Et là, ce que je vois dans le chat, c'est qu'on est aussi, si on parle sur la partie dernier kilomètre, effectivement, Nomadia a des très belles solutions de gestion pour différents métiers. Nomadia, qu'ils ont une casquette un peu intéressante où ils gèrent à la fois la partie commerciale, la partie technicien. Ils se sont mis sur un petit peu 3 ou 4 métiers itinérants. Donc, c'est hyper intéressant. Ils sont là depuis longtemps. Ça fait partie historiquement des plus anciens en France. On va avoir des nouveaux arrivés comme des Hansroot qui ont des solutions intéressantes aussi, très dédiées livraison et techniciens. On va avoir sur les nouveaux types de véhicules un petit peu cardinal, sur la partie Optime. Voilà, donc on a quelques acteurs en France, si on parle des Français. Tout dépend encore une fois ce que l'on souhaite mettre en place. Et il y en a certains qui sont tournés plus sur certains types de métiers, d'autres qui sont tournés plus sur des fonctionnalités, des types de véhicules, un peu comme nous, ce qu'on essaie de faire. Voilà, il y a des approches différentes, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un maillage intéressant qu'on a quand même sur le territoire français, quoi, au niveau des solutions. Alors ben moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, Jawad, c'est est-ce que justement les entreprises de cyclologie, elles ont besoin de ces logiciels? Parce que historiquement, les TMS, c'est plutôt fait pour les camions, les avions, les bateaux. On en voit un peu plus rarement sur les messagers, hein, les coursiers. Mais du coup, ceux qui sont en vélo, là, ils utilisent quoi? Parce qu'il faut bien assurer la traçabilité des produits, tout en organisant la tournée en amont, avec la préparation de ce qu'on va mettre dans son vélo cargo. Là, l'offre sur le marché, est-ce qu'elle est là? Alors, les TMS, Caroline, hein, j'espère pas dire de bêtises là, dans ceux que moi j'ai rencontrés dans mon expérience, aujourd'hui, on a quand même, si on parle de la cyclo-logistique, on a de plus en plus d'acteurs, donc le chargeur qui, lui, a à sa disposition un TMS souvent, ou un ERP. Et souvent, on va avoir le chargeur, celui qui va donner donc ses commandes à l'acteur de cyclo-logistique, tout simplement, qui lui-même a un outil pour essayer d'organiser un petit peu. Ça reste encore très limite. On a 50% qui ont un outil de cartographie de manière large, un petit peu comme un TMS, pour pouvoir gérer un petit peu, au moins par secteur géographique, et je vais donner ce périmètre-là de l'hypercentre plus facilement, ou ces clients-là, à la cyclo-logistique. Mais ils n'ont guère plus loin, ils ne vont pas du tout ni optimiser les tournées. C'est vraiment, ils ont plutôt des outils qui leur permettent de sectoriser. Je sais que je peux donner ça. Après, derrière, sur la cyclo, alors, je ne connais pas tous les acteurs de France, mais pour ceux que je connais, ils sont digitalisés, surtout sur la partie traçabilité. Donc, ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on va donner, je suis l'enseigne A, le transporteur A, je veux donner à un acteur de cyclo-logistique, j'ai quand même envie de suivre ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a quand même, de ma connaissance, pas mal d'acteurs qui sont digitalisés au niveau de la mobilité. Sur la partie plus optimisation, outils pour les aider à s'organiser les tournées, j'en ai pas connu beaucoup, voilà, je commence à en avoir certains qui m'ont sollicité, qui sont sur de la cyclo ou du scooter électrique, mais de ma connaissance, ceux que j'ai rencontrés, ils étaient plus tournés mobilité et pas assez d'outils encore de pur optimiseur, on va dire. J'en ai pas rencontré beaucoup qui avaient ça. Donc c'est un marché en devenir, puisque quand on regarde les travaux du Shift Project, ils disent qu'il va y avoir beaucoup de vélos, et en fait, là, l'offre d'édition, elle est peut-être pas encore sur le marché pour aider ces acteurs-là, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui disent, bon, moi, je vais y aller, hein. Je vais acheter des vélos, et puis je vais faire le job, hein. Je vais créer un hub dans un garage, peut-être même louer un truc. Et puis, comment ils font opérationnellement? À un moment, ils doivent être confrontés au fait de, faut s'interfacer avec les grands acteurs du marché, qui, eux, vont peut-être leur être des clients, comme des FedEx, des UPS, qui vont leur donner des colis pour qu'ils aillent en centre-ville et livrer. Et eux, ils vont être bien embêtés, ça va reposer sur le livreur qui, lui, connaît la ville, on espère. Hein. Mais donc, je vois qu'il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu traçabilité, son temps réel, on veut savoir si son colis est livré. Parce que derrière aussi, il y a des aspects juridiques. Hein. Quand est-ce que j'ai passé la main au client et qu'il a reçu son colis en bon état et qu'on l'a bipé pour que ça remonte en automatique. Et puis 2, l'aspect, j'optimise comment mes conducteurs, mes livreurs, mes chauffeurs, je ne sais pas comment on va les appeler, hein, mais ils vont optimiser leur temps. Parce que c'est quand même une question de coût. À un moment, on ne va pas pouvoir donner un colis pour un livreur pour une journée, quoi. Non, tout à fait. Après, je voulais rebondir sur un truc, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que nous, pour des acteurs dans la cartographie, TMS ou autre, on a des données
véhicules légers, on a des données véhicules électriques, on a des données poids lourds. La donnée vélo est pas assez fournie. Elle a été, comme je le disais tout à l'heure, sous-estimée. Et aujourd'hui, elle a été sous-estimée déjà sur les dimensions. Les pistes cyclables, on peut les récupérer, mais on ne peut pas récupérer 100% en France les largeurs de voies. Donc, ça veut dire que même nous, en tant qu'optimiseurs, il y a des villes où on sait que la cyclo-logistique, on peut convenablement aider à optimiser des tournées, mais ce n'est pas dans 100% des villes françaises parce que certaines agglos n'ont pas remonté les dimensions de voies ou si elles existaient encore, et en sachant plus que c'est des voies utilisées par là. Donc ça, c'est important. Nous, on participe à un sujet avec un travail un petit peu mené par le gouvernement qui s'appelle Dialogue. Aujourd'hui, c'est un point qu'on a remonté en tant qu'éditeur. Donc, je faisais partie des seuls éditeurs qui ont sollicité un petit peu les acteurs du gouvernement à ce sujet-là, en disant, voilà, nous, on a besoin d'avoir des données libres, qu'elles soient plus fournies sur la cyclo-logistique. Et la deuxième chose qu'on a dit, c'est aussi sur l'aspect travaux. Travaux pour pouvoir aussi estimer s'il y a des secteurs qui sont fermés, modifiés, etc. Et ça, c'est des données aujourd'hui qui ont un peu plus de difficultés à être accessibles. Mais voilà, nous, on a montré un petit peu d'intérêt au gouvernement et j'ai échangé par plusieurs fois avec ce service-là. C'est un projet qui est sur 3 ans, qui a commencé et qui travaille un petit peu sur ça, voilà, sur ces données. Ah bah c'est super, ça c'est une bonne information parce qu'effectivement, la cyclologie ne va pas pouvoir rester le parent pauvre de la cartographie pour permettre justement l'usage et la démocratisation de ce type de livraison en ville. Et Caroline l'avait souligné, hein, effectivement, sans data, les logiciels, ça va être difficile. Tout à fait. C'est pour ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une volonté importante d'y aller. Il y a des enseignes qui commencent à être impliquées, il y a des transporteurs. Ça reste jamais assez, mais il y a quand même une volonté globale d'avancer vers là, et tant mieux. Mais bon, on reste quand même dépendant aussi de la donnée et il y a des gros travail à mener de ce côté-là, quoi. Mais bon, c'est pas impossible, hein, je dirais. Ça a été fait pour d'autres sujets du gouvernement. Ce sujet-là, je pense qu'il peut être mené aussi, on l'espère. Voilà, en tous les cas, la supply chain, c'est une question de standards. Hein. Dans tous les métiers de la supply chain, il y a des standards dans les emballages, dans les camions, les unités de transport sont des standards. On en a partout des standards, donc c'est un nouveau standard qui va arriver. Et ça va être passionnant de voir comment il va être dupliqué. Je pense qu'on arrive au terme du webinaire. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, écoute, pour moi c'est bon. Merci beaucoup à Alice et à Jawad d'avoir répondu au rendez-vous. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. On ne fait pas suffisamment de logistique urbaine chez Alpes Supply Chain, alors qu'on a Mais quelques... Je trouve. Ouais. En même temps, on manque peut-être un peu de temps, mais si vous voulez proposer des événements de type webinaire ou en présentiel, on sera ravis de les prendre en considération pour les mettre dans le calendrier. Il y a 20 événements devant nous là, qui sont déjà planifiés dans notre calendrier, donc on en a pas mal, mais on serait heureux d'en rajouter, notamment autour du vélo cargo, parce qu'il y a des choses à dire, notamment à partager pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Et donc, merci Caroline, Jawad, Sandrine. Ça nous permet de vous identifier aussi en tant que référent sur des sujets pour que les gens puissent revenir vers vous pour des futures questions, pour des futurs projets, on l'espère, et des futurs webinaires, parce que je pense que ça peut être intéressant d'explorer ces expertises que vous développez qui sont novatrices et innovantes et qui permettent de défricher le terrain pour la partie d'après qui va être l'expansion de tous ces modes de livraison. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous. On va pouvoir arrêter la diffusion. Ça sera bien évidemment disponible sur YouTube. On fera des communications sur LinkedIn et auprès de nos adhérents et dans nos newsletters pour que les gens puissent venir revoir ce webinaire passionnant dont j'ai fait le compte-rendu en live. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci aux participants. Au revoir.